Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Lecture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman sur la liberté, d'un roman sur une femme, d'un roman sur le désir, d'un roman sur la souffrance aussi. Nous allons parler de Moi, Tituba sorcière, un roman de Maryse Condé. Concentrons-nous tout d'abord sur cette autrice. Maryse Condé est née en 1937 en Guadeloupe dans une famille bourgeoise. Elle passe toute son enfance sur cette île, imprégnée de culture française, notamment en raison de la lecture des livres que son père commande en métropole. À 16 ans, elle quitte son île natale et part étudier au lycée Fénelon à Paris. Elle se retrouve pour la première fois confrontée au racisme de ses camarades et découvre les écrivains de la négritude comme Aimé Césaire. La lecture de ces textes lui ouvre les yeux sur la spécificité des Antilles et lui font découvrir le passé colonial de la Guadeloupe. C'est à 20 ans qu'elle écrit ses premiers textes, principalement des essais et des nouvelles dans lesquels elle évoque le concept de créolité. Alors la créolité, c'est un concept théorique qui définit une identité qui est spécifique au territoire créole et à leurs habitants, et c'est un moyen d'envisager l'identité créole comme différent de l'identité de français sans s'y opposer forcément, car la définition de français n'est pas représentative de l'histoire et de la société créole. Par la suite, après ses 20 ans, elle épouse Mamadou Condé, un comédien, et elle gardera ce nom de famille comme nom de plume. Dans les années 60, elle part alors s'installer en Guinée, puis elle déménage régulièrement au Sénégal, au Ghana, avec les 4 enfants qu'elle a eus avec Mamadou Condé. Elle se sépare ensuite de son mari. Elle réside au Ghana où, après des tensions politiques, elle est expulsée. Elle part alors travailler en Angleterre où elle est journaliste auprès de la BBC. Elle retourne ensuite au Sénégal où elle exerce en tant que professeure. En réalité, elle se sent enfermée dans cette vie où elle stagne dans des postes sans perspective et doit élever ses enfants. Elle décide alors de se séparer de ses enfants, elle les confie à son ex-mari Mamadou Condé, puis elle se remet à l'écriture, d'abord des pièces de théâtre. Elle revient en France dans les années 70 et là, elle participe à une revue, la revue Présence africaine. Elle va également publier son premier roman, Erema Konon. Dans ce premier roman, elle revient notamment sur ses désillusions lorsqu'elle habitait dans la Guinée de Sékou Touré. Cette expérience donc de travail dans la revue Présence africaine, donc c'est une revue qui est aussi une maison d'édition, cette expérience lui ouvre les portes de la culture littéraire africaine et antillaise, notamment la culture littéraire africaine et antillaise contemporaine. Elle poursuit ensuite sa carrière universitaire parallèlement à sa carrière d'écrivaine. Ses 2 œuvres les plus connues, celles qu'il faut retenir, sont donc Moi, Tituba sorcière, dont nous allons parler aujourd'hui à propos du procès des sorcières de Salem, et un autre roman, Ségou, qui évoque l'Afrique basculant dans la colonisation. Après être retournée vivre un temps sur son île natale, la Guadeloupe, elle part s'installer aux États-Unis, où elle enseigne la littérature à l'université de Columbia, et elle vit aujourd'hui à Gordes, dans le sud de la France, avec son mari, l'universitaire Richard Philcox. Ce qu'on va retenir de l'itinéraire de vie extrêmement riche de Maryse Condé, c'est qu'elle a publié une 30aine de romans qui ont été couronnés par de nombreuses récompenses. Le prix de la littéraire de l'Académie française en 1988, le prix Marguerite Yourcenar en 1999 et des dizaines d'autres. Maryse Condé est, par son écriture, une militante engagée pour la mémoire de l'esclavage, et elle a notamment participé de façon magistrale au rayonnement culturel des Antilles. Elle défend d'ailleurs cette identité antillaise et s'inscrit dans le courant du post-colonialisme. Le post-colonialisme, c'est un mouvement théorisé par des universitaires depuis une petite dizaine d'années. C'est un courant de pensée qui invite à envisager les œuvres culturelles par rapport à une culture qu'on appelle la culture dominante, à savoir généralement la culture blanche. Ainsi, même si Maryse Condé a été le sujet de critiques en Guadeloupe, elle a permis de ramener sur le devant de la scène littéraire cette notion de créolité. L'œuvre entière de Maryse Condé est donc traversée par une volonté de visibilisation de la femme antillaise, de son histoire, de ses expériences et des oppressions qu'elle a vécues. Et c'est exactement ce qu'elle propose dans Moi, Tituba sorcière. Passons donc au résumé de l'œuvre. Moi, Tituba sorcière est un roman qui raconte l'itinéraire de vie de Tituba. Tituba est née d'un viol, sa mère Abena a été agressée par un marin anglais avant d'être vendue dans une plantation de canne à sucre sur l'île de la Barbade.
Le propriétaire, furieux d'avoir acheté une femme enceinte sans être au courant, l'envoie donc vivre en concubinage, sans lui demander son avis évidemment, avec un autre esclave de la plantation, Yao. Yao n'est pas comme les autres hommes que rencontreront Abena et Tituba. Yao les traite avec douceur. Cependant, malgré cette douceur qui régit désormais leur vie, tout autant que la douceur puisse être présente sur une plantation esclavagiste à la Barbade au XVIIe siècle, le propriétaire revient dans la vie d'Abena, donc le propriétaire de la plantation, et tente de l'agresser sexuellement en présence de Tituba. Abena se défend alors en blessant le propriétaire avec un couteau. Elle est pendue quelques jours après et Yao est envoyée sur une autre plantation. Tituba devient alors orpheline. Elle est recueillie par Maniaya, une vieille femme à la réputation de sorcière qui initie Tituba à cette sorcellerie. Tituba se montre d'ailleurs très réceptive, parvenant même à voir des esprits. Maniaya lui prédit pourtant une vie remplie de souffrances et abandonne rapidement Tituba puisque Maniaya décède très rapidement dans la vie de Tituba. Tituba est donc de nouveau orpheline et à la faveur d'un changement de propriétaire sur l'exploitation, elle s'enfuit et part vivre en forêt où elle met en pratique les enseignements de Maniaya. C'est là qu'un esclave appelé John Indien vient à sa rencontre. Elle commence alors une relation avec lui, vivant toujours seule dans sa cabane en forêt, libre, puis décide d'aller s'installer avec John Indien sur la plantation de la propriétaire de John Indien, qui est également esclave, Susanna Endicott. Tituba se désole elle-même de ce choix de retourner vivre sur une plantation, mais elle se dit entraînée, enchaînée quasiment, par son désir pour John Indien. Susanna Endicott, la propriétaire donc de John Indien, décide ensuite de les vendre tous les deux à un pasteur en Amérique, le révérend Samuel Parris. Tituba dit très rapidement sa frayeur face à la figure sévère et à la violence du révérend. Mais elle se prend de pitié pour la femme de révérend, Elizabeth Parris, qui a une santé très fragile, ainsi que pour leurs 2 filles. Tous prennent alors le bateau jusqu'à Boston où ils vont demeurer 1 an. Là-bas, Tituba s'occupe sans relâche d'Elizabeth qui est constamment malade et que le révérend néglige, il les fait vivre dans des conditions très précaires et rudes puisqu'il ne parvient pas à trouver un emploi. En effet, Samuel Parris est le partisan d'une vision sévère de la religion, ce qui rencontre peu d'adeptes en réalité à cette période de l'histoire aux États-Unis. Lors de leur vie à Boston, Tituba va très souvent en forêt et elle y rencontre une jeune femme qui lui apprend les plantes locales et leur usage. Samuel Parris parvient finalement à se faire embaucher comme pasteur dans le village de Salem. Juste avant leur départ, Tituba fait une fausse couche. Toute la famille, ainsi que Tituba et John Indien, s'installent donc à Salem et Tituba se réjouit de retrouver une intimité avec John Indien dans une maison plus grande où ils auront leur propre chambre. Mais bien vite, elle se rend compte que l'état d'esprit des femmes du village a des conséquences sur les 2 filles du pasteur que Tituba élève. En effet, le village vit dans une peur panique de la sorcellerie et voit des sorcières dans toutes les femmes. Le révérend Samuel Parris, bien loin de vouloir calmer cette paranoïa, l'encourage au contraire par des prêches très accusateurs envers les femmes. Tituba poursuit donc sa pratique de la sorcellerie très discrètement. Elle ne rend ses dons publics que pour venir en aide à plusieurs femmes malades. La rumeur qu'elle est une sorcière commence alors à courir. Et un jour, les 2 filles du révérend se retournent contre elle en l'accusant publiquement. Tituba est alors mise en procès et elle est condamnée et emprisonnée. Elle reste de longs moments en prison et entretient notamment une relation lesbienne avec une autre prisonnière, Esther, l'un des seuls moments de bonheur de son existence. Puisqu'elle doit s'acquitter de ses frais de détention, on la vend. On la vend à Benjamin Cohen d'Azevedo, un propriétaire juif. Tituba s'occupe alors de ses enfants et son nouveau propriétaire découvre assez stupéfait ses talents de sorcellerie. Cependant, il en est ravi puisque la femme de Benjamin Cohen d'Azevedo est décédée quelques années auparavant et les dons de Tituba lui permettent de communiquer avec elle. À la faveur de ces rendez-vous nocturnes durant lesquels il communique avec la femme de Benjamin, Tituba et Benjamin se rapprochent et commencent d'ailleurs à entretenir une liaison. Cependant, après des attaques antisémites, Benjamin décide de quitter les États-Unis et achète une place sur un bateau pour que Tituba rentre à la Barbade. Petit aparté, on ne parlait pas encore d'États-Unis à l'époque, il quitte l'Amérique. À son retour à la Barbade, Tituba vit dans un camp de marrons, ce sont des esclaves en fuite.
Elle se rend d'ailleurs régulièrement dans les plantations pour venir en aide aux esclaves malades que personne ne veut soigner. Elle est cependant très vite menacée par la tension interne au groupe des esclaves révolutionnaires parmi lesquels elle vit, et elle repart donc dormir dans sa case cachée dans la forêt. Là-bas, elle recueille, une dernière fois, un jeune homme en fuite, Iphigène, qui participe aux révolutions. Cependant, sans s'en rendre compte, il conduit les propriétaires vers la case de Tituba un soir qu'il rentrait, et elle se trouve alors associée aux révolutionnaires. Elle est donc arrêtée par les propriétaires de plantation, puis pendue. Comme nous l'avons bien compris à l'écoute de ce résumé, la vie de Tituba a été tragique, remplie, comme lui avait dit Maniaya, de souffrances. Mais face à toutes ces souffrances, elle a résisté, n'a jamais cédé. Sauf devant John Indien, pour qui elle a renoncé à sa liberté, ce qu'elle a regretté toute sa vie. L'histoire de Tituba est donc une histoire féministe, anticolonialiste, qui interroge la notion de liberté. Penchons-nous maintenant sur le contexte dans lequel se déroule l'œuvre. Moi, Tituba sorcière redonne une place à une figure oubliée de l'histoire, Tituba, une esclave dont on sait dans la réalité très peu de choses. Si ce n'est que c'est l'une des premières femmes à être condamnée pour sorcellerie lors des procès du village de Salem en Amérique. L'histoire de Tituba traverse donc deux lieux, deux histoires, l'histoire des plantations esclavagistes à la Barbade et celle des procès de sorcellerie en Amérique. Concentrons-nous tout d'abord sur la Barbade du XVIIe siècle. La Barbade est une île située dans la mer des Caraïbes. Elle a été colonisée par les Anglais au début du XVIIe siècle. Durant cette colonisation, les plantations de canne à sucre se multiplient et les colons mettent en place un système esclavagiste pour se fournir en main-d'œuvre sur le continent africain. Maryse Condé évoque cette période et la violence qui s'exerce sur les esclaves noirs par plusieurs personnages. Le personnage d'Abena, tout d'abord, la mère de Tituba, qui est victime de la violence des colons britanniques avant même son arrivée sur l'île, puisqu'elle est victime d'un viol collectif sur le bateau qui l'emmène à la Barbade. Le livre de Maryse Condé débute par la mention de ce viol, ce qui indique d'emblée la violence qui s'exerce contre les femmes noires dans ce système. Nous pouvons aussi mentionner le personnage de Yao, qui témoigne de l'oppression des populations esclaves, puisqu'il tente de se suicider à plusieurs reprises pour échapper à son destin. Maryse Condé évoque par là l'absence totale de perspective pour ces populations, au point que certains n'envisagent pas d'autre issue que la mort. Ces personnages révèlent ainsi la dimension tragique du roman. Enfin, la violence du système esclavagiste apparaît également par le personnage de Tituba, qui se trouve obligé de vivre de façon solitaire pour éviter de retourner dans une plantation. Maryse Condé montre donc que le système esclavagiste domine l'île et s'exprime par une grande violence principalement dirigée contre les femmes, dont l'isolement et le camouflage dans la nature semblent être la seule option pour survivre. L'ouvrage de Maryse Condé ancre donc son action dans un contexte de violence contre la population noire, contre les femmes, mais qui n'est pas forcément spécifique à la Barbade, puisque nous la retrouvons aussi sur le continent américain. Je vais maintenant me pencher sur le récit qui est fait du procès des sorcières de Salem, de ce contexte historique. Après avoir souffert donc à la Barbade, Tituba continue de souffrir, comme lui avait prédit Maniaya, mais cette fois-ci sur un autre continent, en Amérique. Pour ce personnage, Maryse Condé s'est inspirée, comme je l'ai dit juste avant, d'un personnage réel, celui d'une des premières femmes condamnées pour sorcellerie dans le village de Salem. La seule certitude historique et avérée sur le personnage de Tituba est donc sa présence à Salem, près du révérend Samuel Parris, lors des procès pour sorcellerie. Alors, le village de Salem, c'est un village d'Amérique peuplé par des puritains. Le puritanisme, c'est un courant religieux très rigoriste qui a été importé d'Angleterre par les colons qui se sont installés en Amérique. Ce village de Salem est gangréné à la fin du XVIIe par de nombreuses tensions, à la fois entre les habitants du village, mais également entre les différents villages alentours. C'est là que le référent Samuel Parris, fraîchement nommé pasteur du village de Salem, attise les tensions, parce qu'il espère, par ces tensions, amener les habitants vers une plus grande pureté. En effet, ces tensions les amènent à commettre des péchés, ce qui les force à se livrer à un examen de leurs mœurs, et donc il espère ainsi les amener vers une plus grande pureté en les obligeant à examiner plus régulièrement leurs actions. Dans la réalité, cela aboutit à une série de dénonciations pour sorcellerie, principalement de dénonciations de femmes,
Et c'est dans ce contexte que de nombreuses d'entre elles sont condamnées pour sorcellerie sur la simple base de témoignages faisant état d'actes de magie, de malédiction. Les condamnations vont de la peine de prison à la pendaison. Maryse Condé met donc en avant la perversité et la violence du système de dénonciation, puisque ce sont les filles du révérend Samuel Parris que Tituba a élevées, soignées et chéries toute leur enfance qui l'accusent de sorcellerie. L'autrice ne remet absolument pas en cause le fait que Tituba soit une sorcière. Le lecteur sait en effet depuis le début du roman que Tituba en est une, c'est inscrit dans le titre. Elle a été initiée par Maniaya, elle voit des esprits, elle a des visions. Maryse Condé invite plutôt à interroger la stigmatisation des sorcières, en écho avec la société contemporaine. En effet, les pouvoirs, les connaissances de Tituba lui permettent de soigner la femme du révérend, de soigner les filles du révérend ainsi que de nombreuses autres personnes dans le village. Par ailleurs, les pouvoirs de Tituba ne lui permettent pas de s'enrichir ni d'échapper à son destin tragique. Elle n'est donc pas objectivement une menace. Au contraire, ses pouvoirs sont une part de son identité, et on voit bien que c'est à ça que veulent s'attaquer les hommes. Maryse Condé crée ainsi un personnage dont l'itinéraire vient remettre en question les préjugés associés aux femmes noires, et révèle la violence des oppressions qu'elles ont subies au cours de l'histoire. Passons maintenant à l'analyse de l'œuvre. Donc je me concentrerai pour cette analyse sur différents thèmes, et le premier est la liberté comme quête d'un idéal. Tituba occupe une position à part dans l'univers des esclaves sur les plantations de canne à sucre. Cela apparaît d'abord par les lieux dans lesquels elle évolue. En effet, après le décès de sa mère, Tituba vit en forêt. Alors d'abord près de Maniaya qui s'occupe d'elle, puis seule, autonome, dans une cabane qu'elle fabrique elle-même. Dans cette forêt, elle est confrontée à la nature, mais cette nature n'est pas effrayante. On comprend que ce qui effraie Tituba, ce n'est pas la nature, ce sont les hommes. La nature, au contraire, la protège. Dans cet espace naturel, Tituba est libre. En effet, la nature de l'île de la Barbade est traditionnellement associée à la liberté, notamment via les personnages des Marrons, ces esclaves en fuite qui se cachent dans la nature luxuriante de cette île. Cet espace est donc construit en totale opposition à celui enfermant, hiérarchisé, aliénant des plantations. Il ne faut cependant pas se laisser abuser par l'apparente liberté dont jouit Tituba dans la nature. Bien que cet espace ne soit pas soumis aux lois des propriétaires, la violence y règne toujours, et surtout les hommes y sont bien présents. Que ce soit John Indien qui vient trouver Tituba dans sa cabane au début du roman, Christopher le chef des Marrons qui violente Tituba à plusieurs reprises, ou Iphigène, un révolutionnaire qui la conduira vers la mort. Ainsi, la liberté de Tituba n'est qu'un idéal dans le roman, un mirage qu'elle poursuit pendant un temps, puis abandonne, mue notamment par son désir. Ce sera ma deuxième thématique, le désir comme force paradoxale de libération et de soumission. En effet, Tituba a un désir sexuel qui la pousse à renoncer à sa liberté. Lorsqu'elle rencontre John Indien, donc l'esclave qui l'initie à l'amour physique, elle renonce totalement à sa liberté dans la forêt pour partir vivre près de lui, sur la plantation de Susanna Endicott. Elle se constitue littéralement esclave. L'itinéraire est assez rare pour être relevé, elle devient esclave de son propre chef. Alors historiquement, ce type d'itinéraire est attesté, certains hommes noirs libres se sont constitués esclaves pour échapper à la pauvreté, notamment sur les îles des Caraïbes. Cependant, cet élément du roman entre en totale contradiction avec la figure forte et héroïque qu'est Tituba au début du roman. Ainsi, la liberté d'explorer son désir se transforme paradoxalement en une force de soumission. Et on relève de nombreux passages dans le roman où Tituba se lamente de l'absence de son amant. Elle évoque un feu dans son corps qui ne s'éteint pas à de nombreuses reprises. Et c'est ce désir pour John Indien qui la conduit également à le suivre en Amérique où elle sera condamnée pour sorcellerie. Cependant, le désir la porte parfois vers des figures plus positives, comme celle de Benjamin Cohen d'Azevedo qui chérit Tituba, la traite avec douceur et est finalement celui qui va lui rendre sa liberté. Le désir de Tituba est donc à la fois une force d'affirmation de ce personnage qui ne contraint pas son désir et choisit sciemment de l'explorer, mais c'est également une malédiction, car ce désir la pousse à accepter des situations de privation de liberté. La troisième thématique que je vais aborder est celle de la magie comme porte d'entrée dans les croyances antillaises.
Alors la magie dans le roman est le fruit d'une initiation de Tituba, initiation menée par Magnaya. Elle est donc liée à l'identité antillaise de ces deux personnages. Cette magie consiste principalement en une capacité à voir et à converser avec les esprits. Alors d'abord, Tituba est en lien avec des esprits qui lui sont proches. Alors sa mère, Yao et puis Magnaya plus loin dans le roman. Sans qu'elle les sollicite d'ailleurs, les esprits lui apparaissent naturellement. Puis, elle commence à maîtriser son don et parvient à entrer en contact avec d'autres figures dont elle déclenche cette fois-ci l'apparition, comme la femme de Benjamin Cohen d'Azevedo dans la 3e partie du roman. Les capacités magiques de Tituba en font donc un personnage à part, à la fois dans la population de l'île, mais également à l'intérieur de la population des esclaves, puisqu'elle est perçue comme une sage, à laquelle on vient demander aide et conseil. Notamment dans les moments où elle vit seule dans sa case dans la forêt. La magie est donc conçue par Maryse Condé dans le roman comme un outil de transmission des connaissances antillaises sur la nature. On l'a vu, Tituba a de nombreuses connaissances botaniques qu'elle exploite à de multiples reprises, mais transmission également des croyances liées aux esprits. D'ailleurs, on notera qu'à la fin du roman, Maryse Condé a placé un épilogue où Tituba continue de s'exprimer à la première personne, c'est toujours elle qui narre l'histoire, alors qu'elle vient de mourir. Elle dit notamment sa joie d'avoir trouvé en tant qu'esprit un jeune enfant, Samantha, auprès de laquelle elle va pouvoir se manifester pour lui transmettre son savoir. La magie lui permet alors de dépasser la mort et Maryse Condé illustre symboliquement la présence de l'histoire de Tituba dans la culture antillaise. Ma 4e thématique sera donc l'histoire et la façon dont la fiction romanesque est conçue comme un outil pour dire la souffrance du passé. Moi, Tituba sorcière est certes une fiction, c'est un roman et personne ne nie cette caractéristique générique à l'œuvre, mais cette fiction s'appuie, comme je l'ai dit précédemment, sur des éléments historiques. Nous avons tout d'abord le personnage de Tituba, qui est un personnage historique auquel Maryse Condé redonne toute la place, notamment par une note historique à la fin du roman, où elle explique comment elle a découvert Tituba et comment elle a fait le choix de lui redonner une histoire en écrivant ce roman. La fiction permet donc, selon Maryse Condé, de remplir les vides laissés par l'histoire. Maryse Condé évoque également des événements historiques, notamment les révoltes menées par les esclaves en fuite à la Barbade, sans occulter la dimension ambiguë et ambivalente de cette histoire, puisqu'elle évoque les pactes qu'ont conclus les marrons, donc ces esclaves en fuite, avec les propriétaires des exploitations aux dépens d'autres esclaves pour négocier leur propre liberté. L'histoire n'est donc pas l'objet d'une mythification, mais ce n'est pas non plus l'objet d'un compte-rendu réaliste. Il s'agit de simples bases que la romancière transforme et que son personnage traverse. Les souffrances du personnage apparaissent alors comme un condensé des souffrances des femmes à cette période. Voilà donc que s'achève notre découverte du roman de Maryse Condé, Moi, Tituba, sorcière. Si ce n'est pas encore fait, je vous enjoins vraiment à lire cet ouvrage et si vous l'avez déjà lu, j'espère que cet épisode vous a apporté des éléments pour mener votre réflexion sur ce roman, somme toute difficilement définissable. Pour réaliser cet épisode, je me suis appuyée sur plusieurs ouvrages et articles, donc évidemment l'édition de Moi, Tituba, sorcière parue en poche chez Folio, également l'ouvrage universitaire de Mireille Rossello, Littérature et identité créole aux Antilles, publié en 92 chez Cartala, l'article de Jean-Georges Chaly, Maryse Condé, Histoire et fiction, le cas Tituba, la sorcière de Salem, publié en 2018 aux Presses universitaires des Antilles. En lien avec Moi, Tituba, sorcière, le roman de Maryse Condé, je vous conseille de lire The Crucible. Il s'agit d'une pièce de théâtre assez connue d'Arthur Miller qui, justement, évoque le procès des sorcières de Salem. J'espère que cet épisode vous a plu. D'autres épisodes du Club Lecture sont déjà disponibles sur YouTube et sur Spotify. D'autres viendront bientôt, notamment en lien avec le programme de français en première. Et ils vous permettront peut-être de découvrir ou de redécouvrir d'autres œuvres littéraires. Bonne lecture! I'm telling you one thing.